RCF. Bonjour à toutes et à tous. En ce week-end pascal confiné, en ce jour de la vigile pascale, j'ai décidé de ne pas vous faire de petits laïus habituels. J'ai décidé d'entrer directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La mort et la résurrection de notre économie est-elle pensable ? Bienvenue dans l'Écho des solutions. L'Écho des solutions, Patrick Longchamp. Très heureux de vous retrouver en ce samedi saint pour l'Écho des solutions. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie et nous allons voir avec Pierre-Yves Gomez, qui est un économiste lyonnais, enseignant à l'EM Lyon, en quoi Covid-19 est révélateur d'une économie déjà bien fiévreuse et un peu malade. Nos 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir une marketplace, Ma Ville Mon Shopping, à destination des commerçants indépendants de centre-ville pour les aider à contrer les Amazon et autres Alibaba. Et en cette période de confinement, c'est une bonne solution pour eux aussi pour continuer à exercer leur activité. Et enfin, on retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Thibaut Guilhuy, nouveau haut-commissaire à l'emploi inclusif et à l'engagement des entreprises. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, c'est l'invité éco de cet Écho des solutions confiné. On est avec Thibaut Guilhuy, tout nouveau haut-commissaire à l'emploi inclusif et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous connaît bien puisque vous êtes souvent intervenu dans notre émission à différents titres d'ailleurs. Vous venez tout juste, il y a quelques semaines, tout au début du confinement, d'être nommé haut commissaire auprès de Muriel Pénicaud sur des sujets que vous maîtrisez, que vous connaissez bien puisque vous en êtes un acteur depuis très longtemps. Quelle est la volonté du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République en vous nommant auprès de Muriel Pénicaud à ce poste de haut-commissaire? Qu'est-ce que va recouvrir un petit peu votre mission de haut-commissaire, Thibaut ? Eh bien, écoutez, c'est une mission d'abord qui s'inscrit dans une forme de continuité, puisque début 2018, j'avais accepté de prendre la présidence du Conseil pour l'inclusion dans l'emploi, qui m'avait été proposée par Muriel Pénicaud, et l'objectif avec la création de ce haut commissaire, c'est de donner peut-être plus de force encore, plus d'influx, plus de capacité pour pouvoir accélérer cette vision de la société inclusive que mon commissariat a pour mission de servir. Ça veut dire quoi, bâtir cette société inclusive? Ça veut dire agir pour une part, et c'est l'inclusion dans l'emploi, à faire en sorte que toutes les personnes qui sont parfois sur le bord du chemin, qui ont des difficultés à accéder à l'emploi, de pouvoir retrouver une autonomie, une dignité par le travail. Et donc c'est muscler tout ce qui va permettre par l'accompagnement, la formation et l'activité de remettre le pied à l'étrier, l'insertion par l'activité économique, les acteurs du handicap, entreprises adaptées, ZAT. Si la société n'est pas inclusive, si les entreprises ne sont pas inclusives, c'est une gageure d'imaginer qu'on va pouvoir bâtir une société où tout le monde participe à l'échange économique, tout le monde peut trouver sa place et déployer ses talents. Et c'est pour ça qu'il y a l'engagement des entreprises pour faire en sorte que finalement chaque dirigeant, chaque chef d'entreprise dans ce pays, non pas par responsabilité individuelle seulement, mais je dirais que ça devienne une évidence, ça devienne consubstantiel à la responsabilité du dirigeant que d'agir dans l'inclusion en tant que chef d'entreprise. Alors justement, on est dans une période de crise écopidémique, comme j'aime énormément l'appeler en ce moment, qui démontre bien qu'il y a des problématiques qui sont révélées, des vieux symptômes que cette crise révèle. Comment aujourd'hui, justement, les plus fragiles sont pris en charge dans cette crise ? On a bâti une société, un modèle qui témoigne de sa fragilité et de son manque de résilience. Peut-être d'ailleurs parce que ça ne s'est pas construit avec tout le monde en prenant en compte la fragilité. Et c'est le message en fait que moi, avec mon commissariat, j'ai envie de passer, c'est que ces entreprises sociales inclusives, celles qui réconcilient depuis des années en fait cette capacité à servir, à réaliser des produits et des services, mais en le faisant, en s'adaptant aussi
aux personnes, à leur situation, à leur fragilité qui finalement est inhérente à la nature humaine et donc à chacun d'entre nous, ont cette capacité de résilience et de concevoir la création de valeur de façon beaucoup plus globale. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça derrière les grands mots, on a à réconcilier l'urgence, je dirais l'urgence quasiment de la survie, comment traverser une crise aussi brutale. Donc c'est tous les efforts du gouvernement actuellement pour venir en soutien de toutes les organisations, associations, entreprises, etc. pour en préserver, en assurer la survie pendant ce moment difficile, préserver aussi les emplois, parce que derrière c'est les compétences, c'est la dynamique, etc. pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible. Très concrètement, je vous suis et je suis votre page sur LinkedIn. Très concrètement, vous avez mis en place très rapidement pour ces entreprises en particulier des solutions, un accompagnement, des webinaires réguliers pour justement les aider à passer ce cap, à mieux comprendre, à voir comment à la fois elles allaient pouvoir protéger leur entreprise, mais aussi protéger la dimension sociale, parce que ces personnes en fragilité, on ne les manage pas, on ne travaille pas avec elles de la même manière. Ce qui peut être un chômage partiel compris par un employé, j'ai envie de dire, moins fragile, va peut-être un drame pour certaines de ces personnes. Et là, vous travaillez concrètement aussi là-dessus. Oui, alors d'abord, face à la crise, il a fallu évidemment changer les règles du jeu, les adapter, mettre en place des plans de soutien, etc., très nombreux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui sont quand même assez massifs. Vous citiez l'activité partielle, on est le système le plus généreux en Europe, et tout simplement parce qu'on préfère prévenir et éviter que les personnes chutent, parce qu'on sait le coût que ça a après derrière de les remettre debout. Mais ça va tellement vite, ça crée tellement de peur, d'angoisse, de frustration, d'inquiétude, que ça m'a semblé important dès le départ de faire la pédagogie de ces mesures. Et donc ces webinaires, effectivement extrêmement réguliers, qui réunissent des centaines de milliers d'entreprises sociales, mais d'entreprises classiques aussi, ça permet à la fois d'expliquer ce que nous mettons en œuvre, mais en même temps de remonter du terrain les problématiques très très concrètes vécues par les entreprises. Et c'est aussi une autre façon de faire de la politique que finalement de créer le cadre et les règles en s'inspirant, en étant extrêmement connecté à la réalité concrète des personnes et des organisations. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est aussi de faire de la politique par l'action et pas seulement par l'incantation. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes collectifs réunissant beaucoup d'entreprises. Par exemple, on a lancé le masque résilience, qui est la filière qui va fabriquer d'ici fin avril probablement le plus grand nombre de masques chaque semaine, probablement 200 000 par jour, donc plus d'1 million masques lavables en textile d'ici fin avril chaque semaine. Et ce qui est intéressant en fait quand on fait ça, au-delà de répondre à l'urgence que rencontrent nos entreprises, nos organisations, ce qu'on appelle la deuxième ligne, c'est aussi de montrer que justement cette mobilisation conjointe des PME du textile, qui ont été d'ailleurs depuis 40 ans sacrément abîmées, voire parfois démolies par ce mouvement de mondialisation, quand elles s'unissent avec les acteurs du handicap et de l'insertion, on est capable finalement de proposer la réponse la plus robuste, la plus industrielle et la plus adaptée aux besoins du pays. Absolument. Et si on est capable de faire ça dans le moment de l'urgence, eh bien c'est en faisant ça que nous donnons rendez-vous ensuite après d'ailleurs aux chefs d'entreprise et à l'économie de demain que nous préparons avec le gouvernement pour voir comment relocaliser, mais avec une visée sociale, écologique et coopérative dans les territoires, relocaliser un certain nombre de nos filières, un certain nombre de nos produits pour trouver un meilleur équilibre entre les interdépendances qui sont fertiles avec le reste du monde sur le plan culturel, sur le plan social, mais qui ne doivent pas nous affranchir d'avoir quand même des autonomies au niveau des territoires qui vont nous assurer la résilience, le sens aussi pour nos sociétés et notre capacité du coup à affronter les défis qui viennent collectivement dans un nouvel état d'esprit et qui se préoccupe de l'humain et de la planète. Tout d'abord. Merci beaucoup pour tous ces éléments, Thibaut Guilluy. En préparant l'émission avec notre invité là, qui interviendra un petit peu plus tard, Pierre-Yves Gomez, il me disait la sortie, ce serait l'idéal de créer un Grenelle de l'économie raisonnable. C'est votre souhait, c'est le souhait du gouvernement aussi, vous pensez ?
je préfère plutôt lancer des programmes très concrets qui embarquent et qui permettent de montrer que c'est possible de fabriquer en France, c'est possible de fabriquer en ayant une attention zéro émission carbone, c'est possible de le faire de façon performante, pourtant en accueillant 10, 20, 30, 40% de personnes que la société avait rejetées. Et si on montre que c'est possible sur le textile, on pourra le montrer aussi sur les autres filières. Et je pense que la solution, elle n'est pas... La solution, elle est dans l'expérimentation. Dans telle ou telle instance de Grenelle, mais elle est d'abord dans la capacité de chacun, des entreprises, des associations, de la société civile, à travailler ensemble pour changer la manière de concevoir la production, la création de valeur là-dessus. Et qu'il est maintenant absolument essentiel et crucial de mettre en place de façon rapide, c'est-à-dire une transition qui soit écologique, qui soit inclusive et qui soit locale. Merci beaucoup Thibaut Guilluy d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On vous retrouve bien évidemment quand vous le souhaitez dans l'émission et on saura aussi aller vous chercher. Bonne continuation, bon passage de crise et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Nous on continue tout de suite avec notre expert Maxime Merci Dupont. beaucoup. À bientôt Thibaut, au revoir. C'est parti. L'écho des solutions, les experts. Voilà, c'est le retour des experts confinés, tellement confinés d'ailleurs qu'on enregistre depuis chez soi et qu'on entend peut-être passer les voitures, mais ça ne nous change pas tellement du studio de Bayard où on entend les pompiers. Maxime Dupont, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous continuez dans votre chronique expert à nous faire la lecture de romans liés au management et au business. C'est cela, Patrick. Les livres sont aujourd'hui un allié indispensable et en choisissant chaque semaine un extrait qui traite de la vie au travail, de la vie au bureau, j'aspire à remettre un peu de la vie d'avant dans votre émission. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme ouvrage et comme extrait, Maxime ? Aujourd'hui, Jules Romain, pour vous lire un passage de son roman Fleuve, pas moins de 27 tomes, qui s'intitule Les hommes de bonne volonté, et qui dresse une grande fresque du premier quart du XXe siècle à travers une multitude de personnages. Parmi ceux-ci, Vidal, un ancien voyou devenu électricien que son filleul Charles admire à l'ouvrage. Allons-y. Le travail s'engagea et se poursuivit sans incident notable. Charles avait admiré l'adresse de Vidal dans sa façon de parler aux gens. Il l'admira de nouveau dans son traitement de l'ouvrage. Le jeune garçon ne connaissait pas le métier d'électricien, mais il avait vu souvent des camarades ou des adultes travailler auprès de lui. Il savait déjà qu'il existe plus d'une manière de travailler gauchement et qu'elle se trahisse dès les premiers gestes. Il y a l'homme, jeune ou vieux, qui semble n'avoir rien prévu, rien calculé, qui change perpétuellement d'avis, qui a des repentirs qui recommencent. Il y a celui qui semble n'avoir pas de mémoire. S'il remonte une pièce, il s'aperçoit en terminant qu'il en a oublié une autre, qui doit se fixer au-dessous. Il y a celui qui n'a jamais l'outil qu'il lui faut sous la main. Quand il est en haut de son échelle, c'est toujours son marteau qu'il trouve au moment d'arracher un clou, et ses tenailles au moment d'en planter un. Alors il ne cesse de trotter en maugréant du haut en bas de son échelle, persuadé que la guigne s'attache à lui. Il y a celui qui est constamment affolé, comme si la petite difficulté qu'il rencontre se présentait pour la première fois dans l'histoire du monde. Celui qui est constamment en sueur, comme si l'immensité de la besogne le débordait. Et puis 10 autres qui vous jouent chacun avec une conviction que rien n'entame leur comédie particulière. Vidal, lui, était beau à regarder. Il glissait à travers son travail sans accrocher jamais, comme s'il eût repéré d'avance tous les chemins. Il ne semblait pas pressé. On eût dit qu'il acceptait une occasion comme une autre d'occuper ses mains pour se distraire l'esprit. Sa longue habitude de travailler sans aide lui avait donné en effet des élégances d'acrobate ou de prestidigitateur. À la seconde même où le besoin s'en faisait sentir, l'on voyait de dessous son bras, d'entre ses jambes, d'une poche de sa veste, ou on avait envie de dire de sa manche, sortir un tournevis, une vrille, une pince, un marteau, une mignonne paire de tenailles. Soudain apparaissait entre son pouce et son index le boîtier d'un double mètre en métal élastique. Le ruban de métal filait le long du mur, puis rentrait brusquement comme l'immense langue d'une bestiole. Jamais la mesure n'était fausse. Jamais l'on n'entendait Vidal grogner des zut ou des sacrés ceci ou cela. Il prenait toute la responsabilité de l'affaire. Il n'accusait point les clous de se tordre exprès, ni le bois de se fendre, ni le plâtre du mur d'éclater par morceaux. Tout ce qu'il se permit en ce sens fut de dire une fois, les murs ne sont pas fameux.
Merci beaucoup Maxime Dupont pour ce partage. On vous retrouve la semaine prochaine, un nouvel auteur, un nouveau texte, une nouvelle situation au travail. Nous, on retrouve tout de suite notre dossier de ce jour. Il s'agit de Pierre-Yves Gomez, économiste, qui va nous enseigner comment aujourd'hui le Covid-19 est révélateur de symptômes qui étaient déjà présents dans notre économie. C'est le dossier de ce jour dans l'Écho des solutions. L'Écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, on est avec notre invité Pierre-Yves Gomez qui va nous exposer un petit peu ce que nous sommes en train de traverser, ce que ça dit de notre économie, que cette crise écopidémique que nous traversons en ce moment. C'est le dossier de cette semaine. Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Alors je rappelle pour nos auditeurs, ou je dis à nos auditeurs qui vous êtes, vous êtes économiste, vous travaillez sur la question du travail depuis de nombreuses années, vous êtes aussi enseignant et professeur à l'EM Lyon, où vous intervenez sur ces questions du travail, de l'économie, de l'homme au cœur du système économique, avec un certain nombre d'ouvrages, dont un que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle L'intelligence du travail. Aujourd'hui on va voir, vous avez publié dernièrement sur Aletheia et puis dans une petite tribune que vous avez aussi réalisée pour le Figaro, une analyse de cette épidémie, cette écopidémie comme j'aime tellement l'appeler, qui semble nous dire un certain nombre de choses, de symptômes. C'est révélateur, ce Covid-19 selon vous est révélateur de certains symptômes de notre économie et particulièrement de tout ce qui touche à la question de la spéculation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre-Yves Gomez ? Alors je crois que c'est vrai, c'est important de commencer par dire que ça révèle des symptômes, que ça ne produit pas de nouveaux symptômes ou un nouveau mal. L'épidémie ne fait que révéler ce qu'on savait déjà. On peut faire la liste de tout ce qu'on savait et qui a été intensifié par l'épidémie. Je dirais d'abord la mondialisation. Un virus est mondial. Il est mondialisé et il met en évidence l'intégration de toutes les économies. En revanche, pour traiter le virus, pour le combattre, les solutions sont locales. Ça a commencé par la Chine qui a mal joué son rôle au départ, et puis on voit bien que c'est dans des espaces nationaux ou continentaux que ça se passe. Donc, premier symptôme qui se révèle, cette mondialisation qui paraissait créer une sorte de monde unifié, avec une sorte de gouvernance mondiale, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passait déjà pas comme ça en économie, on le savait, mais là, évidemment, avec la crise sanitaire, on le vit. Deuxième symptôme que ça révèle, les invisibles. Vous savez, l'année dernière, on a beaucoup parlé des gilets jaunes comme ces invisibles, tous ces travailleurs qu'on ne respectait pas assez, qu'on ne voyait plus. Et en fait, les applaudissements chaque soir pour le personnel médical, ou ces merci qu'on écrit sur les poubelles pour remercier les éboueurs, bref, tous ceux qui sont en première ligne aujourd'hui, ce sont en fait les gilets jaunes d'hier. C'est-à-dire en fait, vous voyez bien que le symptôme, on le connaissait. On savait qu'il y avait cette invisibilité, cette inégalité dans le traitement, dans le respect. Eh bien, aujourd'hui, on le vit. Et puis, alors surtout, ça c'est davantage plus directement mon sujet, et je crois que toutes les incohérences financières qu'on vit depuis des années maintenant apparaissent aujourd'hui de manière presque caricaturale. Vous avez des marchés financiers qui étaient supposés orienter l'économie vers le meilleur, et qui, d'une part, s'écroulent lamentablement en mars. Et donc, il faut que ce soit les États qui s'endettent pour sauver les économies. Donc, la fameuse finance qui devait réguler le monde ne fonctionne pas. Et puis, on se rend compte qu'elle a orienté notre épargne, parce que c'est ça dont il s'agit. La finance ne fait jamais qu'orienter l'épargne du public. Elle a orienté notre épargne vers des investissements qui ne sont pas si utiles que ça, alors qu'il nous manquait tout bêtement des masques, il nous manquait des places dans les hôpitaux, il nous manquait des transports en commun, bref. Mais au-delà de l'épargne, ça a aussi révélé une manque de réflexion, ou du moins ça a mis en lumière une non-industrialisation, une désindustrialisation massive, et aujourd'hui une mise en tutelle finalement de certains pays pour nos pays européens par le biais de la Chine qui a été la première touchée et donc qui nous a touchés finalement par ricochet tout aussi rapidement. Alors ça c'est le premier point. Effectivement, la mondialisation a montré que, je disais, les solutions sont locales, mais ça veut dire que la sécurité des populations est locale.
elle se produit localement, soit au niveau de la région, soit au niveau de la nation, soit au mieux au niveau de l'Europe pour nous, hein, du continent. Elle se joue pas au niveau mondial. Donc on avait un espace économique qui se voulait mondial, mais un espace politique qui reste par construction, qui reste par définition local. Cette tension, on la connaissait depuis longtemps. Alors on parlait de populisme, de montée de ceci, de cela, mais parce que ça traduisait une tension entre des populations qui voulaient être protégées, et y compris économiquement, parce que leur emploi disparaissait, était délocalisé, et une logique économique qui conduisait à produire, non pas au niveau mondial, hein, mais où on voulait, c'est-à-dire dans les espaces qui étaient les plus rentables ou les plus Alors, profitables. Donc, ouais. cette tension, voilà, on la vivait, là, on la réalise, et on la réalise par le biais de ce virus qui, encore une fois, lui est mondial, mais les solutions sont locales. Et un pays qui n'arrive pas à trouver de solution, ben, il contamine tous les autres. Alors, on est face à une crise économique. Peut-être pour nos éditeurs, quel différencier entre cette crise que nous vivons, cette crise éco-épidémique, et la crise qu'on a connue en 2008, peut-être voire même la crise de 1929, hein, qui sont des crises qui sont essentiellement financières. Quelle différence on va avoir entre ces deux crises, Pierre-Yves Gomez ? Alors, entre 2008 et aujourd'hui, la différence est assez claire. En 2008, on a un effondrement de la sphère financière par une absence de confiance subite, et donc qui se propage sur les marchés, effondrement des marchés financiers, et donc par ricochet, effondrement des banques, donc du système de financement, et de proche alors pas de l'économie réelle, mais conséquences sur l'économie réelle. Ça, 2008, c'est une crise de moindre intensité, même si on a l'impression que c'est une crise importante, de moindre intensité que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plus proche de 1929, mais dans un sens non apparent. En 1929, ce qui se passe, c'est une surproduction. Donc, une crise de surproduction. On a trop d'offres par rapport à la demande. Donc ça s'effondre. Crise de débouchés, c'est effondrement. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire où on a un arrêt de l'économie. C'est-à-dire qu'on a un arrêt de l'offre et de la demande, mais aussi des marchés financiers, mais aussi de la valorisation du capital. Donc tout s'arrête. Donc c'est une crise unique. Alors, votre terme, c'est éco-épidémique. Éco-épidémique, très beau, parce qu'effectivement, il y a une dimension épidémique, mais une dimension économique qui est unique. C'est la première fois dans l'histoire qu'on vit un arrêt. Alors, ceux qui disent, bon, c'est un arrêt momentané, et puis ça va repartir. Et c'est là où je pense qu'il y a un lien à faire avec 1929, c'est que, comme on l'a dit à l'instant, hein, cette crise sanitaire ne fait que témoigner d'une transformation qui existait déjà. La crise de la mondialisation, on en parlait avant, la crise des invisibles et des gilets jaunes était là. Les incohérences financières étaient connues. Ça révèle que le monde était déjà en train de se transformer. Le monde était fiévreux, comme vous le dites. Et voilà, en fait, il y a une montée de température extrêmement forte, qui peut être dangereuse même pour la santé du patient, mais qui traduit un mal qui était déjà là, encore une fois, et qui est, comme toujours, on cite toujours Gramsci à ce moment-là, hein, la crise, c'est une transformation qui fait émerger des solutions. Non, en fait, des symptômes morbides, dit-il. Hein, voilà. Donc, une situation où on a l'impression que tout s'effondre, mais en fait, tout s'effondre parce que c'est en train de se construire par-dessous. Donc, voilà ce que révèle cette crise, et elle est, dans ce sens, différente de 2008, plus proche de celle de 73-74, qui était aussi une crise de transformation, et plus proche, même si ce ne sont pas du tout les mêmes modalités, que celle de 1929. Alors, en quoi finalement cette crise éco-épidémique va être peut-être une chance pour notre économie mondialisée, hein. On voit aujourd'hui, il y a plusieurs tenants. On voit en effet que tous les penseurs de l'économie dont vous faites partie, Pierre-Yves Gomez, ont tendance à dire, et vous allez nous expliquer pourquoi ça peut être une chance, que de fait on va pouvoir aller sur un nouveau monde, un monde nouveau, comme on nous le dit depuis quelques années. Et puis, d'un autre côté, on voit des Pascal Lamy qui sont des défenseurs de la mondialisation, qui sont déjà dans les médias en train de dire attention, la mondialisation a du bon, voyez ce que ça a pu faire, etc. En quoi, finalement, cette crise éco-épidémique va pouvoir apporter une chance à notre économie mondiale et peut-être la repositionner sur d'autres manières de fonctionner? Alors, dire que la mondialisation a du bon, on va être tous d'accord avec
une réflexion aussi générale. C'est sûr qu'il y a toujours du bon en toute chose, et la mondialisation a eu aussi du bon. Mais on ne peut pas en rester là. Elle a eu du bon, mais elle a aussi ses fragilités, encore une fois, qu'on met en évidence aujourd'hui, et notamment cette distanciation entre l'espace politique, qui est un espace qui est toujours national ou local, en tout cas politiquement limité, et géographiquement limité, pardon, et l'espace mondial qui se voulait, lui, non pas illimité, mais encore une fois, mais utilisant à son avantage les différents espaces locaux. Quand on fabrique au Bangladesh, on profite évidemment d'une main-d'œuvre qui est extrêmement bon marché, des conditions d'environnement qui sont plus favorables. Donc, que la mondialisation ait apporté des choses, c'est évident. Qu'elle soit heureuse, c'est aussi faux, et aussi, enfin, le dire, ça paraît aussi discutable. Donc, qu'est-ce que cette crise peut, en quoi elle peut être une chance? D'abord, enfin, je dirais essentiellement, c'est la chance d'accélérer un phénomène qui était déjà en cours, qui est un phénomène non pas de démondialisation, comme on le dit, hein, mais de rationalisation de la mondialisation. Et dans l'effet de balancier, on était parti très très loin dans une sorte de monde. Alors, Pascal Lamy, on est un grand tenant, donc c'est un peu normal qu'ils le défendent. Ça, hein, bien sûr. L'idée qu'il y avait une gouvernance mondiale et qu'il fallait plus se soucier du politique local parce que ça se passait au niveau mondial. Bon, ça c'était évidemment naïf, c'était une grande illusion naïve qui servait évidemment des intérêts. Et aujourd'hui, la chance, c'est de revenir à pas un repli sur soi, hein, la construction d'une maison commune, mais comme j'aime à le dire, par étage. Il y a un étage local, régional, il y a un étage national, il y a un étage continental et il y a un étage mondial. Imaginer une maison qui soit que mondiale, c'est aussi absurde, en tout cas c'est aussi discutable et dangereux que d'imaginer une maison qui reste une sorte de case au niveau totalement local. Une maison par étage. Et ça, c'est une chance de pouvoir le faire parce qu'on se rend compte que, par exemple, face à la crise du coronavirus, les nations ont réagi de façon différente, avec des moyens différents, et se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas toujours les moyens, et donc elles étaient dépendantes. Et donc ça, il y a une reprise en considération d'une évolution, j'insiste, hein, qui était déjà là, hein, qui était perceptible. Oui, parce qu'on le voit bien aujourd'hui avec justement tous les mouvements qui ont été mis en place, et je pense que la France a été particulièrement vertueuse dans cette démarche, particulièrement, on n'est pas là pour faire de la politique, mais particulièrement avec le gouvernement actuel, avec toute la réflexion sur l'économie circulaire, avec l'économie sociale et solidaire. On a vu jaillir des entreprises d'upcycling sur la seconde main, on a vu les circuits courts, et justement, cette crise du coronavirus remet en valeur tous ces circuits courts, parce qu'aujourd'hui, pour se nourrir, qu'est-ce qu'on va faire? On va au plus près. Donc finalement, tout cet écosystème était déjà présent. Vous pensez que cette chance, c'est aussi que ça va permettre de le faire germer un petit peu plus vite, de le rendre mature plus rapidement? Voilà, c'est ça. En fait, il était présent depuis une bonne quinzaine d'années. Il y a un moment qu'on parle d'économie circulaire, qu'il se passe des choses très intéressantes, et y compris que les entreprises et les grandes entreprises ont intégré ça dans leur business model. Hein. Donc ça, c'est pas ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça s'accélère, c'est qu'on ne pourra pas imaginer sortir de cette période en recommençant des erreurs de type Plantel. Vous savez, cette entreprise bretonne qui fabriquait des masques, qui a été délocalisée en Chine, puis fermée, parce qu'après avoir été rachetée par un groupe américain, qui est fermé. Et lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on achète des masques en Chine, en fait, on achète des masques français, France, qui a été délocalisé en Chine et qu'on est en train de racheter chinois. Donc ça, je pense que c'est derrière nous et que le futur gouvernement, quel qu'il soit, doit repenser un plan au sens à une politique industrielle qui protège, encore une fois, le minimum d'intérêts nationaux, parce que ça protège les populations. Les populations ont besoin d'être protégées. Voilà, si on redécouvre ça au niveau politique, et des élites politiques, tant mieux. Alors, encore une fois, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. C'est pas nouveau. Vous voyez, tout ça, moi, je suis déjà intervenu sur la relocalisation depuis quelques années. Et auprès d'entreprises. On savait que la tendance, pourquoi? Parce que la Chine est un marché très difficile, c'est un marché qui est très difficile pour les exportateurs et aussi pour les investisseurs. Donc on savait déjà que toute cette illusion de marché chinois qui allait créer des débouchés infinis, c'était un leurre. On le savait maintenant, on le vit au quotidien, et on a avec nous les politiques. Ce qui est nouveau, c'est ça, c'est que les politiques doivent se convertir. Ils ne pourront plus de ressortir
le discours de la mondialisation heureuse. Mhm. Alors, quelles sont les différentes étapes justement pour s'en sortir? On a posé les symptômes, on a vu qu'il y avait des chances pour notre économie de partir par le haut. Quelles sont les étapes qu'on va vivre justement pour d'abord les étapes concrètes, hein. Aujourd'hui, on voit un arrêt de l'économie. Qu'est-ce qui va se passer après et comment on va s'orienter peut-être vers une nouvelle manière de fonctionner? Alors là, c'est la boule de cristal et en même temps, c'est la tâche immense. Donc les deux, on a envie tous de participer à ce qui pourrait contribuer à accélérer notre transformation. Mhm. Moi, je plaide, c'est pas d'aujourd'hui, hein, pour d'abord la définanciarisation. Je pense que la financiarisation de l'économie a été positive quelques années, Mhm. dans les années 1980, et puis très rapidement, elle est devenue pathogène. Et donc, alors, la financiarisation, ça veut dire de manière simple que ce sont les considérations financières qui priment sur les considérations de l'économie réelle, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la finance qui donne le cap, c'est l'intérêt financier, donc le rendement du capital, C'est ça. qui donne le cap pour hiérarchiser les bons investissements, le type de production. En fait, une déconnexion entre l'économie réelle qui produit et une finance qui ne va jouer que sur des états d'esprit, sur des bonnes nouvelles, etc. Et qui va finalement... parfois, on peut avoir une entreprise cotée en bourse qui va être en très bonne forme, mais parce que son dirigeant va être pris dans une affaire, va se voir décoté, alors que finalement l'entreprise va bien. C'est un peu ça la problématique. En fait, d'abord, c'est pas une déconnexion, c'est une connexion, au contraire. C'est-à-dire que Une connexion, oui, finance, pardon. la finance, c'est une servante de l'économie. Sans finance, on ne peut pas investir, anticiper. Bon. Quand elle devient maîtresse, c'est une catastrophe. Et quand elle devient maîtresse, ça s'appelle la financiarisation. Donc, la première étape pour s'en sortir, pour moi, c'est la définanciarisation. C'est-à-dire qu'il faut découpler les intérêts financiers des intérêts strictement économiques et mettre la finance au service de projets économiques. Et on en parlait à l'instant, un plan et avec une politique industrielle peut, par exemple, nous conduire à produire des masses qui ne sont pas rentables. Est-ce que c'est pas quelque chose, vous parliez vous parliez en effet des choses qui étaient déjà présentes. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec tous les fonds d'investissement verts, éthiques, solidaires qu'on voit que beaucoup, voire même que des banques chinoises développent aujourd'hui dans le monde entier? Mais vous voyez, vous allez tout à fait dans le sens que j'essaie de faire passer ici. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Bien sûr, il y a des personnes qui avaient déjà investi dans des fonds verts. Et plus que ça, il se trouve que je suis au comité éthique d'un fonds. On a des personnes très très bien en finance, hein, qui ont des vraies valeurs et qui déjà depuis des années veulent pousser ce type de finance. Mais c'est 10%. C'est-à-dire que 90% de la finance, c'est du brutal, quoi. C'est du rendement et du rendement comparé. Donc ça, je crois qu'il faut remettre en cause. On ne peut pas laisser délocaliser des entreprises uniquement parce que pour des calculs financiers et après se rendre compte qu'elle était extrêmement importante pour notre sécurité. Donc la première étape pour vous, c'est la définanciarisation. La deuxième, je crois que, encore une fois, hein, je suis pas, je vous donne mon sentiment, hein, c'est d'aider massivement les PME, TPE. Ce sont les entreprises qui vont souffrir énormément de cette crise et ce sont celles qui constituent un tissu solide, un tissu local solide. Le risque avec cette crise, c'est que ce soit elles qui soient emportées. Et donc, à l'issue de la crise sanitaire, j'entends, hein, donc économique par la suite, on se retrouve avec des très grandes entreprises encore plus puissantes. Donc, s'il y a un plan Marshall, il doit être orienté PME, TPE, en leur redonnant du poids dans la chaîne de valeur. Un peu ce qu'a fait le gouvernement en posant très rapidement toutes ces aides auprès des TPE, PME, chômage partiel, prêts garantis par l'État, en injectant en effet, en s'endettant et en injectant dans l'économie réelle le plus possible de ce qu'elle est en capacité aujourd'hui de faire. Pour l'instant, c'est une réaction juste à l'état de grande détresse de ces entreprises, parce que un commerce qui est fermé depuis un mois, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et c'est vrai pour une TPE, c'est vrai pour une PME. Donc, ça a été une réaction pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Là, j'entends un vrai plan Marshall, c'est-à-dire réorganiser les chaînes
de production, en remettant de l'argent au niveau des PME, des TPE, des PME, pour qu'elles redeviennent importantes dans la chaîne de valeur qui ne soit pas totalement organisée par les très grandes entreprises. Très grandes entreprises qui font leur marché mondial et qui vont installer des usines au Bangladesh plutôt que dans le Cantal. Et donc on désertifie le Cantal et puis on va chercher du textile au Bangladesh. Donc ça, moi je crois beaucoup à la politique industrielle, à revenir à des politiques industrielles, c'est-à-dire un vrai plan. Si on doit mettre sur la table 35 milliards ou 60 milliards ou 100 milliards, comme on le dit, que ce soit non pas juste pour sauver, vous voyez, pour remplir, pour sauver le minimum qu'on puisse sauver ou le maximum qu'on puisse sauver, mais vraiment pour repenser différemment le tissu. Et mon troisième point, c'est l'aménagement du territoire. Là, dont témoigne la crise, c'est alors pour la France, l'hyperconcentration à Paris, c'est les deux couronnes parisiennes qui posent énormément de problèmes. Enfin, toute cette concentration, cet abcès parisien, alors que nous avons dans le même temps des territoires qui se désertifient. J'espère que les personnes qui travaillent à distance se rendent compte. J'avais tout à l'heure une journaliste justement qui m'expliquait ça, qu'elle travaille à distance, et soudain elle se rendait compte mais que c'était possible, facile, voilà. Bon, cette prise de conscience, ça voudra dire aménager le territoire. On ne peut pas faire disparaître les trains localement, ce qui suppose que tout le monde se concentre dans les agglomérations et se rendre compte après coup que c'est très compliqué de gérer les grandes agglomérations. Donc vous voyez, c'est pas un retour en arrière, c'est au contraire une accélération pour une économie plus raisonnable, en fait. Moins centrée sur les excès de la finance, moins centrée sur les concentrations industrielles dans les grandes entreprises, sur les concentrations dans les grandes villes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion par rapport à ce que vous dites? Est-ce qu'il faut avoir une réflexion qui soit nationale ou est-ce que ça doit être une réflexion européenne? Les deux, et même mondiale s'il le faut, hein, mais par effet de subsidiarité, les discussions et les décisions au niveau local sont plus faciles. Au niveau national, un peu plus difficile, européen encore plus difficile, au niveau mondial, presque flou. Vous voyez. Donc, oui, il faut avoir des discussions à tous les niveaux, mais il faut prendre des décisions au bon niveau. Aujourd'hui, le bon niveau, il est national. Même pour l'Europe, il est national, parce que ce sont les décisions nationales qui entraînent l'Europe. Il y a une troisième étape pour vous, ou quel va être sur le long terme? Il y a quelque chose à penser sur le long terme. Est-ce que le travail, l'évolution du travail est-ce que la notion de travail va évoluer suite à cette crise? Vous parliez de cette journaliste, et j'en suis aussi un témoin. On peut travailler de chez soi derrière son bureau avec un petit peu de matériel. Est-ce que la notion de travail va changer, et est-ce que la notion de relation humaine dans l'entreprise va évoluer suite à cette crise sanitaire et économique? Certainement, ça sera passionnant à observer. Ça va évoluer parce qu'on a pris l'habitude de travailler à distance. Je ne dis pas en télétravail, parce que ce n'est pas ça le télétravail. On a travaillé à distance de manière dégradée. Le télétravail ne suppose pas qu'on travaille en famille, par exemple, communauté d'enfants. Donc, on a expérimenté de façon nouvelle de travailler à distance, donc plus d'autonomie, plus d'intensification du travail aussi. Je commence à entendre qu'il y a des saturations parce qu'on travaille énormément lorsqu'on travaille seul devant un écran. On a expérimenté le tout logiciel, le tout écran, là aussi avec des avantages. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a même peut-être des interviews qui se font plus facilement. En tout cas, il y a des discussions, des réunions qui se font plus facilement, mais aussi, je sens déjà une limite, parce que le tout écran, ça limite. On a expérimenté, on n'en parle pas assez, je crois, le fait que les temps de transport, qui sont parfois très importants dans les grandes villes, ne comptent plus aujourd'hui. Et on expérimente le fait de travailler vraiment, quoi, de pas travailler après avoir pris une heure de, je sais pas, le TER, le RER ou une heure de soir. Bon. Donc, effectivement, ça change inexorablement notre façon de travailler. Ça, il y aura une conséquence dans les entreprises, plus de demandes d'autonomie. Mais je crois que le plus important, c'est le sens. Ce qu'on expérimente, c'est que pourquoi on travaille, en fait. Voilà, on est pris dans la logique, non, il faut continuer, il faut maintenir l'activité, mais là, on est un peu placé compte tenu de l'énormité de cette pandémie, cette situation extrêmement morbide autour de nous, le sens de la vie.
à l'issue, quand on va être déconfiné, on va pas repartir à la mine comme si de rien n'était. Mhm. On va se poser la question, bah, pourquoi tout ça? Ouais. Ça, je crois que dans les entreprises, ça va être un point très important. Jusqu'à présent, elle tirait beaucoup le travail dans le sens, il faut résister, il faut innover, il faut, voilà, toujours dans la rapidité, l'agilité. Bon, là, aujourd'hui, après 2 mois d'immobilisation qui a continué à fonctionner d'une certaine façon, on peut se poser la question, ouais, pourquoi on va travailler? Et les entreprises vont devoir trouver des relais de discours Mhm. pour mobiliser leurs troupes. Justement, c'est une des questions, Pierre-Yves Gomez aussi. Quelles vont être les bonnes pratiques? Concrètement parlant, qu'est-ce qu'une entreprise, une TPE, une PME, un grand groupe? Alors, c'est une ETI, c'est 3 tailles d'entreprises complètement différentes, hein. Quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en place là maintenant pour commencer justement à préparer ce retour dans l'économie réelle qui va être problématique, on l'a vu, hein, parce qu'il y a eu des secteurs complets qui se sont arrêtés, d'autres qui sont en pénurie, soit de main-d'œuvre, je pense à l'agriculture, on voit pourrir nos légumes quasiment sur pied. Quels sont aujourd'hui les quelques grands principes qui seraient à mettre en place dans ces entreprises pour permettre justement de commencer, d'initier, de continuer ce changement qui était déjà sous-jacent, comme vous l'avez dit au début de notre entretien? Ouais. Alors, plutôt qu'une classification par taille, je proposerais une classification aussi, par situation. Aujourd'hui, on a les entreprises qui ont les moyens de changer et qui profitent du système. Bon, je ne vais pas citer de grandes entreprises nationales qui mettent leurs salariés en chômage technique et partiel, en fait, financé par l'État, alors qu'elles ont les moyens de soutenir. Voilà, c'est profondément injuste, alors qu'elles ne sont pas de rupture d'activité, hein. Mmh. C'est injuste. Donc il y a celles qui pourraient s'en sortir, qui ont les moyens et qui profitent. Il y a celles qui luttent pour leur survie. Et là, il y a deux sous-cas. Il y a celles qui luttent pour leur survie et qui ne voient pas que ça va changer. Donc là, il y a beaucoup effectivement de TPE, de PME qui luttent là, pour continuer d'exister et qui n'espèrent que ça revienne comme avant. Et puis il y a celles qui luttent en vie, mais qui savent qu'elles doivent se sortir différemment. Mmh. On est en train de changer d'époque, que le consommateur ne sera pas le même, que le travailleur ne sera pas le même. Bon. Donc celles qui manquent de moyens aujourd'hui, mais qui aimeraient bien changer. Et puis il y a celles qui ont les moyens et qui savent qu'on peut changer. On parlait de la Maïf, où vous allez recevoir Pascal Demurger, on essaye de l'avoir dans nos studios. Ouais. Eh bien, vous faites bien, parce que voilà un bel exemple d'une entreprise qui manifeste en donnant les 100 millions qu'elle a gagnés sur certaines polices d'assurance, voilà, en les reversant, plutôt que de gagner, de faire du profit, les reversant au personnel médical, je crois. Elle va plus loin parce qu'elle demande à chacun de ses sociétaires, en disant ça sera équivalent, étant sociétaire Maïf, j'ai reçu le mail, disant à ses sociétaires ça fera un bénéfice, on vous reverse 30 €, ce sera ça. Vous avez le choix de soit les récupérer, soit de les reverser, et nous, on les mettra dans un fonds de solidarité. En effet, ce sont des entreprises, et finalement, tout le travail qui a été fait par la loi Pacte, et en particulier sur la notion d'entreprise à mission, et ça démontre encore qu'il y avait quelque chose de sous-jacent avant cette crise écopidémique, va aussi prendre de l'ampleur. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de choses dans entreprises à mission. La Maïf est un bel exemple d'entreprise qui a vraiment pensé à mission. Et on voit bien qu'au moment de la crise, elle réagit. Alors, et d'autres aussi, hein, bien sûr. On prend cet exemple. Elle réagit dans le sens de l'entreprise qui a des moyens. Il faut reconnaître qu'elle a des moyens, mais qu'elle met ses moyens à la disposition de changement. Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas de transformation sans les entreprises. Ça passera par les entreprises. Bien sûr que l'État va contribuer, bien sûr que nous, citoyens, nous avons des choses à faire en termes de consommation, notamment en boycottant les premières dont j'ai parlé, hein, ces entreprises qui profitent du système, en aidant celles qu'il faut aider, mais ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont être actives du changement, parce que c'est elles qui font la production, c'est elles qui font le travail, c'est elles qui font l'économie. Donc, moi, je plaiderais pour une sorte de Grenelle de l'économie raisonnable, où les entreprises se parlent à elles-mêmes, et avec les partenaires sociaux, bien sûr, pour qu'ensemble, on redéfinisse ce qu'est une économie raisonnable et comment, vous voyez, plutôt que de penser à la relocalisation uniquement en termes géographiques, comment on pense à l'entraide entre les entreprises,
entre celles qui peuvent et celles qui sont en mode survie mais qui veulent se transformer, comment du fait que nous voulons nous transformer, nous pouvons faire passer les excédents des uns sur les besoins des autres. Et voilà, moi je plaiderais beaucoup pour ce type de transformation à partir des acteurs. On arrive presque à la fin de ce dossier, Pierre-Yves Gomez. Il y a aussi une question qu'on n'a pas abordée, mais qui est aussi le consommateur dans tout ça. Est-ce que cette crise va aussi provoquer un changement de mentalité des consommateurs, parce que c'est très bien si les entreprises se transforment, mais encore faut-il que les consommateurs acceptent peut-être de payer un peu plus cher leur voiture, de payer un peu plus cher leurs assurances, etc., pour pouvoir permettre cette politique plus locale, sans oublier bien évidemment la dimension mondialisée, mais il faut aussi que Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir aussi une évolution des modes de consommation ? D'où l'importance d'un Grenelle de l'économie raisonnable. De l'économie raisonnable qui permettrait aussi de poser cette question que vous posez, parce que bien sûr qu'il y a la question de la consommation, mais or le consommateur, ce sont des gens très différents. Donc il n'y aura pas un représentant du consommateur. En revanche, on a baigné depuis 30 ans dans un discours qui laissait entendre que le consommateur était toujours servi parce que les prix étaient faibles. Or ce discours est faux. On voit bien avec le Covid. S'il n'y a pas les masques, effectivement, ils ne sont pas chers en Chine, mais enfin, on ne les a pas. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça aussi, est-ce que c'est disponible? Est-ce que j'en ai besoin? Moi, je crois qu'on a expérimenté le travail à distance, mais on a aussi expérimenté une consommation dégradée, une consommation pas facile. Et que, on verra là, parce que l'avenir nous dira comment les consommateurs vont ressortir de ça, mais qu'on a appris à ne pas consommer. Pour une fois, on a pu faire un jeûne, un carême de consommation. Nous sommes samedi 5 quand nous sommes diffusés, donc. Voilà, donc c'est providentiel. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en sortira, je ne sais pas. Sans doute une frénésie pour certains de consommation après, évidemment. Mais je crois un apprentissage qu'il est possible de vivre, parce qu'on a tous vécu. Il est possible de vivre sans grand dommage, en consommant moins. Donc ça serait simple. On en revient à cette phrase de Molière, hein. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre et non pas vivre pour manger, comme c'est écrit dans l'Avare. Juste une dernière question, vous parliez de l'économie, pardon. Vous parliez, juste une dernière question, vous parliez d'un Grenelle de l'économie raisonnable. Vous avez commencé un petit peu à en parler autour de vous, au niveau des décideurs, des personnes qui seraient susceptibles de porter un projet comme ceci. C'est entendu et entendable ? J'ai effectivement pris des contacts avec des chefs d'entreprise, avec des syndicats professionnels, pour commencer à en parler. C'est entendable, c'est très entendable. Et notamment par les chefs d'entreprise. Moi, je crois que ça libère beaucoup de chefs d'entreprise qui souffraient de l'économie telle que nous la vivions jusqu'à présent. Maintenant, il faut passer aux actes. Donc, et je continue de lancer l'appel, d'ailleurs, si les auditeurs sont prêts à nous soutenir. Voilà. Passer aux actes, ça veut dire faire un minimum de propositions et commencer à faire tourner ces propositions et voir comment chacun peut y contribuer. Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez. Juste pour terminer, vous auriez un chef d'entreprise là qui vous écoute. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Quel serait le message que vous voudriez lui lancer là, juste avant qu'on se quitte? S'il y a des années que vous souffrez d'une économie financière, il va pouvoir vraiment jouer votre rôle d'entrepreneur. C'est le moment de changer. Allons-y. Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez de cette semaine dans le dossier. Nous, on se retrouve tout de suite après cette petite virgule avec nos 7 minutes pour changer le monde et on continue cette émission que émettant. Je vous rappelle qu'on se retrouve désormais pendant toute la période du Covid le samedi à 11h et 19h sur RCF. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde en plein confinement. Il y a une question qu'on ne s'est pas encore totalement posée, mais qu'on se posera peut-être dans d'autres émissions, mais qu'on va commencer à aborder dans ces 7 minutes pour changer le monde. C'est la question de l'économie locale. Comment aujourd'hui les commerçants de centre-ville, les indépendants, et peut-être quelques filiales de marque, mais particulièrement les indépendants, peuvent-ils encore exercer leur métier alors que tout est fermé? Et il y a une solution, et nous sommes bien dans l'écho des solutions pour en parler. Il s'agit du site, de la plateforme, plutôt Ma Ville, Mon Shopping, et je suis avec son créateur, son fondateur, il s'appelle Thierry Chardy. Bonjour Thierry.
Bonjour, Mer- bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Ma Ville, Mon Shopping, c'est une plateforme à destination des commerçants des centres-villes. C'est ça l'idée originale et originelle de Ma Ville, Mon Shopping? Oui, tout à fait. L'idée originelle, c'est vraiment de permettre aux commerçants et notamment aux commerçants indépendants d'avoir un accès au digital et de pouvoir exercer leur profession à distance en mettant en place des services de click and collect ou des services de livraison très simplement et très facilement Donc Mhm. nous, on a construit cette plateforme vraiment pour aider les commerces de centre-ville. Donc, échange de proximité, ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de confinement, on le voit bien. On n'a jamais vu autant d'ailleurs les circuits courts reprendre ou prendre du poil de la bête. C'est aussi une réponse, Ma Ville, Mon Shopping, une réponse justement à cette question du confinement pour permettre peut-être à certains magasins qui sont aujourd'hui fermés de continuer à être ouverts sur une marketplace comme la vôtre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah nous, c'est vrai quand le confinement est arrivé, on s'est dit, nous notre objectif, c'est quand même à la base d'aider les commerçants vraiment. Donc, on a décidé de faire d'ouvrir la plateforme à tous les commerçants de manière complètement gratuite, sans aucun commissionnement, vraiment dans l'idée de les aider et d'essayer d'être solidaire avec eux dans cette période et de leur dire, effectivement, essayez de continuer votre activité, proposer des services, mettez en place facilement des services de drive, des services de livraison. Et là, avec le groupe La Poste, petit à petit, on est en train de développer ces services de livraison pour essayer d'apporter un maximum de solutions aux commerçants, mais aussi aux consommateurs qui ont cette volonté aujourd'hui de consommer de plus en plus localement. Vous parliez du fonctionnement après le confinement et avant le confinement, ça fonctionne comment justement en termes de rémunération, d'inscription pour les commerçants, même si aujourd'hui, pendant tout ce temps de la crise éco-épidémique, on n'en parle pas. Ouais, alors c'est vrai pendant toute cette période de confinement, l'objectif du groupe c'était vraiment de participer comme on pouvait le faire en essayant d'apporter cette continuité, donc sans commissionnement et sans aucun frais. Habituellement, c'est vrai qu'on travaille avec des personnes du secteur public, que ce soit des collectivités, des chambres consulaires, et en fait on travaille avec eux sur la mise en place de l'outil sur un territoire et qui a pour but justement d'aider les commerçants dans leur transformation numérique et vraiment dans la mise en place de ces nouveaux services. Donc Mhm. habituellement, hors confinement, c'est vraiment, on commence par travailler avec un acteur public et après on travaille avec les commerçants, mais toujours dans une optique en fait où c'est gratuit pour eux, tout ce qui est inscription, il y a juste une petite commission qui est prise et qui permet essentiellement de couvrir les frais bancaires et globalement les frais de transaction sur la plateforme. Et tout ça, on l'a bien entendu enlevé pendant cette période Mhm. de confinement puisque l'idée c'était d'aider quoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de la déployer sur Nantes, hein. Profitant de la crise, la ville de Nantes et les chambres consulaires et la CCI de Nantes a flairé le bon projet. Ça va se développer comment? C'est compliqué aujourd'hui d'aller convaincre, alors non pas une CCI, mais d'aller convaincre justement des commerçants qui sont pas tous forcément très digitaux de se digitaliser. Leur grande difficulté, généralement, elle était, on va dire, elle est triple. C'est souvent le manque de temps, Mhm. le manque de compétences et une problématique budgétaire. Donc nous, quand on a créé la solution, l'idée c'était vraiment de pouvoir répondre à ces trois aspects. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec des collectivités pour que la solution soit le plus abordable possible. Et donc c'est pour ça elle est Mhm. gratuite, il y a pas de frais pour le commerçant. Et ensuite, vraiment d'avoir un accompagnement. Pourquoi? Parce que les commerçants, c'est vrai qu'ils ont, qui dans leur boutique, il y en a plein qui sont quand même seuls et du coup qui doivent être à la fois des acheteurs, des comptables, des publicitaires. Et donc, c'est pas évident tout le temps de rajouter une activité Ouais, ils complémentaire sont et multicasquettes. supplémentaire. Ouais. Ouais, souvent. Et pareil un peu sur les compétences parce qu'il y en a. Alors c'est très disparate. Hein, il y a vraiment des niveaux de maturité qui sont très différents. Mais il faut aussi réussir à les accompagner. Nous, c'est vrai qu'on a fait un outil qui a été conçu vraiment pour ça, donc qui est quand même véritablement très simple. Vous avez on va dire différents niveaux même de mise en ligne des produits en fonction de votre maturité. Et après, on a un accompagnement permanent
de ces commerçants. Donc là, effectivement, sur Nantes, ça se fera également avec les équipes de la CCI de Nantes et Saint-Nazaire qui seront là également avec nous pour accompagner les commerçants. Et pendant toute la période de confinement, avec la Poste, on a mis en place un numéro vert également complètement gratuit pour aider et accompagner les commerçants qui seraient le moins digitalisés possible. Et l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir apporter ces services numériques au plus grand nombre, et donc notamment aussi dans les milieux plus ruraux, et donc de mettre en place vraiment des solutions pour que ces commerces dans des petits villages continuent d'exister et continuent aussi de servir les gens. Merci beaucoup Thierry Chardy d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne continuation, bon développement, et puis à très bientôt, et puis bonne fin de confinement. Et comme on dit en ce moment, prenez soin de vous. Mais ça ne veut dire qu'après, il ne faudra pas prendre soin de soi. À très bientôt Thierry Chardy. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Il est déjà temps de se séparer. Je vous souhaite un très très bon week-end Pascal, à l'écoute des programmes de RCF. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain volet de l'Écho des solutions. D'ici là, retrouvez-nous sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast. Bon week-end, à très bientôt. Prenez soin de vous.